Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. On approche doucement mais sûrement d'une petite pause estivale dans laquelle on ne vous laissera pas sans épisode de podcast malgré tout. On aura des épisodes pour vous. Si jamais vous attendez l'actualité chaude de la semaine, c'est l'épisode hebdomadaire qui a été diffusé il y a quelques jours qu'il faut aller écouter. C'est l'épisode précédent dans le flux du podcast. Là, on prend le temps de s'attarder un petit peu sur quelques informations. Alors, qui ne méritait peut-être pas l'insigne honneur d'être présent dans l'épisode hebdomadaire, mais qui mérite, et c'est peut-être tout aussi honorable, de faire partie de cette sélection du supplément de Tech Café. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très très bien. Alors pourquoi as-tu choisi de mettre le jeu de la vie comme image de couverture de cet épisode ? Eh bien, ce n'est pas le jeu de la vie, justement. Ça fait partie des tests de ARC et du test ARC, le test qui est censé faire la différence entre les humains, les intelligences artificielles et les intelligences artificielles générales. Tu sais, les Terminators, là. En gros, il faut être un Terminator pour savoir résoudre ce truc. Eh ben écoute, ça promet. On vous donne les clés de la résolution de ce problème. Peut-être que vous pourrez relever le défi. En attendant, je vous rappelle quelques incontournables. Évidemment, si vous écoutez ce podcast depuis quelques temps déjà et qu'il vous est utile, qu'il vous divertit et qu'il contribue à faire de votre quotidien un quotidien plus enrichissant sur le plan de l'info, plus divertissant. Si jamais on vous aide à combler des moments un peu compliqués ou un petit peu plus inintéressants dans votre journée, comme les moments où vous faites du ménage, où vous faites du sport, où vous faites du bricolage, je vous invite pour une fois, vous entendez ce message, à aller sur patreon.com/techcafé et de venir vous inscrire et de soutenir le podcast. Merci évidemment à toutes celles et à tous ceux qui ont déjà fait ce choix et qui contribuent au financement de Tech Café. Évidemment, vous le savez aussi, la contrepartie, c'est de pouvoir écouter les épisodes du podcast sans la pub, mais sans changer d'app de podcast. C'est pas genre vous avez un fichier à part par mail qui vous arrive où il faut installer une app compliquée, etc. Non, vous avez un flux RSS, vous le rajoutez dans votre app de podcast habituelle et vous profitez des mêmes épisodes, mais sans la pub. Tiens, merci aussi au passage aux personnes qui participent aux échanges sur Discord, parce qu'on a un serveur Discord, techcafé.fr/Discord, et vous pouvez discuter de tech, mais pas que. Vous pouvez aussi réagir plus simplement sur techcafé.fr dans les commentaires qui accompagnent la parution de ces épisodes. Vous êtes quelques-uns à venir déposer des commentaires, on les lit aussi, et vous le savez, on est habitué à y réagir. Ça, c'est pour les interactions un peu incontournables avant de se plonger dans les news, mais Guillaume, sans autre forme de procès, il faut bien évidemment qu'on aborde toute la sélection d'informations que tu as récoltées pour nous, à commencer par un point d'actualité sur ce réseau social qu'on peine à appeler X, parce qu'on est tellement habitué à l'appeler Twitter, et quelque part, j'ai même le sentiment qu'il y a un sentiment de défiance de notre part à l'appeler X. On se fait une raison, et on se fait une raison aussi dans le fait que peut-être bien que ça pourrait être un réseau social qui se transformerait. Guillaume, X est en passe de devenir une banque ? Petit à petit, effectivement. En tout cas, c'est le but d'Elon Musk depuis l'acquisition, il y a 2 ans, intégrer X avec des services financiers et en faire une super app. Ça avance bien, en tout cas aux États-Unis. Bloomberg s'intéressait un petit peu au sujet à travers des demandes officielles pour devenir un organisme de paiement, et que X a fait d'ailleurs dans divers États. Donc X a une filiale qui s'appelle X Payment, qui cherche encore à s'inscrire dans 11 États, et il a déjà reçu l'aval, dont 28 autres. Alors c'est un plan sur plusieurs années quand même. Dans un premier temps, les fonctions pour recevoir et envoyer de l'argent seront assurées par des partenaires comme Stripe ou Adyen. Le plan final néanmoins, c'est que vous ayez un compte vraiment sur X, un compte bancaire, sur lequel vous donc pourrez, juste recevoir votre salaire par exemple. Vous auriez des intérêts dessus. Et le but, c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez aucune raison de placer cet argent ailleurs, cet argent devrait rester sur X au maximum. À terme, donc, vous pourrez non seulement transférer de l'argent à un autre compte X, mais carrément payer dans des boutiques avec le téléphone. X va devenir une sorte de nouvelle Apple Pay, en gros. Le but, c'est c'est de faire exactement comme ce qui se passe en Chine avec des WeChat, par exemple. Ce que vous avez, c'est que toute votre vie, et toute votre vie financière en particulier sur WeChat, là, ce serait pareil, vous devriez avoir toute votre vie financière sur X. Il y a une carte de crédit qui est dans les plans, il y a des services de crédit, des crédits à la consommation, mais aussi peut-être des crédits plus gros, pour acheter votre voiture, ce genre de truc. C'est à plus long terme, mais clairement, c'est l'objectif. Alors pourquoi faire ça sur X ? X vous a encouragé donc pour l'aspect pratique déjà, et puis parce que apparemment, il ne prendrait pas de commission sur les transactions. Enfin, en tout cas, pas de commission aux utilisateurs, peut-être au commerce, faut voir. Bon.
En toute modestie, X veut devenir la plus grande institution financière du monde. Donc l'aventure bancaire de X, enfin bancaire si on peut dire, de X a déjà un petit peu commencé avec la rémunération des créateurs, qui se fait donc déjà complètement sur le réseau. Si tout se passe comme prévu, le début des transferts libres entre utilisateurs pourrait arriver cette année aux US et bon, voilà, se développer petit à petit. Mais bon, en attendant de devenir une banque qui ne prend aucune commission sur rien et qui te fait gagner de l'argent, X essaye quand même de t'en prendre toujours un petit peu plus, puisque désormais la fonction de live streaming devient réservée aux abonnés premium, qui est à 8 $, qui est à 8 euros par mois. Donc voilà, c'est la première fois ever, je crois, que ce genre de fonction devient payante, hein, mais voilà, ça peut donner des idées à d'autres si ça marche, on va savoir. C'est la première fois que je trouve qu'une idée de te rendre payant au travers des abonnements est pas complètement déconnante, même si bon, c'est pas très limitant, mais vous savez que je suis pas forcément toujours fan de trop faciliter la diffusion en live sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est pas un gros blocage, et c'est pas une grosse limitation de devoir payer 8 balles pendant un mois. On continue avec les Muscuri, Guillaume, mais tourné sur l'espace cette fois-ci avec les méga constellations qui continuent à ponctuer ce qui se passe en matière d'occupation de l'espace. C'est une nouvelle inattendue et assez préoccupante, hein. Vous vous souvenez sans doute du trou dans la couche d'ozone quand même, c'était un des plus gros soucis environnementaux il y a plus de 30 ans maintenant, hein. Les CFC des frigos d'alors s'accumulaient dans l'atmosphère et pétaient l'ozone qui nous protège des rayons les plus méchants du soleil. Alors les CFC ont été interdits depuis et le trou, quand c'est payé au-dessus des régions australes, se résorbe, pépère. Mais c'est pas la joie non plus, hein. C'est pas pour rien que les cancers de la peau sont un fléau véritablement en Australie, c'est un gros problème de santé publique, parce que l'Australie elle est sous le trou, tout simplement. Pas de chance. Mais bon, globalement, on parle plus trop du problème de l'ozone depuis l'interdiction des CFC, on a l'impression que c'est un peu, voilà, c'est un problème ancien, résolu. Le problème, c'est que ça pourrait nous revenir dans la tronche assez rapidement pour une raison totalement inattendue, et cette raison, c'est Starlink, voilà, ou plus généralement l'Internet par satellite. Parce que Starlink, c'est des flottes énormes, c'est des constellations de petits satellites qui sont très nombreux, et dont la durée de vie est pas très longue, dans les 5 ans. Et donc, quand ils ont fait leur temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils décrochent et ils plongent se cramer dans l'atmosphère. Problème résolu, donc voilà, plus rien. Et ben non, malheureusement, pas si vite, et des chercheurs ont repéré que la combustion de chaque petit Starlink, comme ça, générait des masses de particules d'oxyde d'aluminium. Cet oxyde n'attaque pas l'ozone elle-même, par contre elle déclenche une réaction entre l'ozone et la chlorine, qui aboutit à la destruction de l'ozone. Et l'alu, c'est léger, c'est entre 15 et 40% de la masse d'un satellite du coup, parce que c'est bien pratique. Ça fait dans les 30 kg de poussière d'oxyde d'aluminium par satellite qui se propage comme ça, quand ça se vaporise et qui reste dans la haute atmosphère. Et qui, au fur et à mesure, redescend. Les particules sont relâchées très haut, au-dessus de la couche d'ozone, mais au fil des années, elles descendent vers la stratosphère, là où elle est, l'ozone. Et avec le nombre délirant de satellites lancés et planifiés par SpaceX et bientôt par plein d'autres acteurs, cette pollution pourrait devenir une bombe à retardement. Parce qu'il pourrait y avoir dans les 360 tonnes de poussière par an, soit 7 fois les quantités normales, qui se déversent dans la très haute atmosphère. Et vous voulez plus inquiétant, ces particules mettent des décennies à redescendre. Tellement elles sont légères comme ça, vous imaginez bien, c'est une particule microscopique, elles sont extrêmement légères. Donc, elles provoquent des réactions avec l'ozone quand elles descendent au niveau de la couche, et elles peuvent rester des années, des décennies au niveau où il y a de l'ozone. Et pire que ça, les particules d'oxyde d'aluminium, elles provoquent une réaction qui consomme l'ozone, mais elles n'y prennent pas part. Ce qui fait qu'elles ne sont pas consommées dans le processus. Et que donc une seule molécule d'oxyde d'aluminium peut péter des milliers de molécules d'ozone. Et ces machins vont s'accumuler dans la haute atmosphère lentement. Et bon, évidemment, ça va donc descendre et grignoter comme ça potentiellement notre bouclier de protection de l'UV. Bon, il faut relativiser tout ça, pas de panique, les particules peuvent mettre donc 30 ans à commencer à consommer l'ozone, et donc c'est probablement bien après l'apocalypse, et c'est surtout bien après les législatives. Alors, chaque chose en son temps, un problème à la fois, quelque part, Guillaume. C'est aussi ce qu'ils doivent penser chez Fisker, enfin le véhicule Fisker, qui, malheureusement, si vous avez envisagé d'acquérir ce type de véhicule, peut-être c'est pas forcément le bon conseil du moment, Guillaume. Je ne sais pas si vous connaissiez, c'est vrai que je ne sais pas s'il y en a en France des Fisker, c'est pas clair, puisqu'ils ont sorti qu'un modèle, vas-y. Il y a une page francophone, en tout cas, mais je ne sais pas s'ils ont pu vendre beaucoup de véhicules en France, pour le coup. Oui, alors c'est une marque de voiture électrique comme Tesla, qui a essayé de faire comme Tesla, clairement d'ailleurs, en faisant des promesses de fou qu'elle a eu du mal à tenir, comme Tesla, et qui vient de faire faillite, donc pas comme Tesla, enfin pas encore. Fisker a été fondé par Henry Fisker, donc voilà, oui, Fisker... mégalo, le mec. Fondé par Fisker. Alors aujourd'hui, ça fait un peu mégalo, mais tu sais, Renault, c'est parce que Louis Renault. Donc, oui, c'est vrai, oui. Peugeot aussi, d'ailleurs, non, Peugeot, je sais pas. Citroën, en tout cas. Citroën, certainement, voilà, donc tu vois. Non. Donc Fisker était cadre chez BMW,
C'est un serial entrepreneur et c'est aussi un habitué des échecs, hein, parce qu'il avait quand même fondé Fisker Automotive qui s'est cassé la gueule en 2013 et Fisker qui vient de partir en faillite. Donc Fisker a pourtant fait plein de trucs comme Elon Musk, hein, ils avaient annoncé des batteries solides qui malheureusement ils n'ont jamais réussi à finaliser. Il avait annoncé une papa mobile électrique, bon voilà, il y a plein de trucs. Mais ils ont finalement pondu qu'une seule voiture, un SUV qui s'appelle la Océan, qui n'a pas du tout convaincu d'ailleurs. Et c'est vrai que les temps sont assez durs, hein, pour les constructeurs auto, on en a parlé, il y a la concurrence chinoise, il y a voilà, bon, conjoncture économique qui n'est pas forcément géniale. Tesla lui-même a fait les frais, hein, clairement, hein, ils sentent le coup. Et Fisker, bah, de toute façon, battait de l'aile depuis un moment, et bon, bah, il n'a pas survécu, donc voilà, ils sont partis en faillite. Que veux-tu, n'est pas Elon Musk qui veut. Ouais, bon, oui, il suffit pas de promettre des trucs complètement intenables et de pas les tenir pour réussir, finalement, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. On revient du côté de chez Dell, qui réarbitre un petit peu sa position en matière de télétravail, Guillaume. Moi, c'est une petite news qui m'a amusé et qui montre quand même le poids qu'a pris le travail à distance dans le cœur des salariés. Dell a mis au point une technique pour faire revenir au bureau l'essentiel de ses employés après le passage massif au distanciel pendant la pandémie. Donc je sais, ça date, hein, mais les boîtes ont beaucoup de peine en fait à faire revenir les salariés, tous les salariés en présentiel. Parce qu'effectivement, le présentiel n'a pas forcément une valeur ajoutée évidente. Et donc comme la valeur ajoutée, la carotte si tu veux, ça marche pas terriblement, Dell a essayé le bâton. En début d'année, ils ont envoyé un ultimatum. Vous revenez au bureau, ou alors vous vous déclarez en hybride. Et si vous êtes hybride, vous êtes marqué à la culotte présence de 39 jours par trimestre minimum. Et surtout, vous n'avez plus de promotion et plus de changement de poste en interne, plus de mobilité interne. Bon. Ben, malgré ça, 50% des employés Dell ont opté pour « d'accord, frappe-moi, mais je reste à la maison ». Bon. Alors, il y a plein de raisons à ça, hein. Les raisons habituelles et évidentes, hein. Plus de temps, moins de transport forcément, mais il y a aussi le fait que y a pas mal de bureaux Dell qui ont fermé, que donc pour les promotions, de toute façon, c'était plus ou moins mort. Et puis, comme les équipes sont déjà pas mal dispatchées un petit peu partout, qu'est-ce qu'on fait quand la moitié du temps, quand on va au bureau chez Dell, on fait des visios sur Zoom. Et donc, du coup, voilà. Alors, Dell n'est pas la seule boîte qui galère à faire revenir ses employés, hein, Apple aussi d'ailleurs. Et ça peut se comprendre. Ouais, pas évident, hein, pour les entreprises de gérer ça. Quelque part, ça a été tellement soudain. C'est vrai que là, on s'imaginait que c'était un acquis durable pour ceux qui le mettaient en place. Finalement, il y a du retour en arrière aussi. Sujet politique et légal qui a fait des gros titres ces derniers jours. C'est une nouvelle réflexion pour permettre de lutter contre la pédopornographie. Vous me voyez venir, ça concerne les messageries instantanées qui sont aujourd'hui chiffrées de bout en bout, Guillaume. Oui, alors justement, c'est juste la mise à jour. Puisque oui, c'était reparti, hein, l'Europe avait encore essayé de bidouiller les messageries instantanées. C'était encore un projet, vivement contesté d'ailleurs, où les applications auraient été forcées de scanner le contenu posté pour y repérer d'éventuels contenus pédopornographiques. Et bon, évidemment, tout le monde devrait être au courant depuis le début, hein, c'est pas possible avec le chiffrement de bout en bout. Mais bon, apparemment, Balek, donc ça veut dire le chiffrement de bout en bout aussi, Balek. Donc le texte était surnommé d'ailleurs Chat Control, et il devait être soumis au vote la semaine dernière. Et donc il y avait eu beaucoup de trucs, le Parti Pirate avait beaucoup milité, mais pas que lui apparemment, puisqu'il y a énormément de discussions et beaucoup d'opposition. Et le vote du texte a été ajourné. Il a été ajourné, sine die, voilà, c'est pareil, il est ajourné, quoi. Donc c'est a priori une bonne nouvelle, parce que du coup, c'est bloqué. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc qui arrête pas d'aller et venir, quoi. On en parle régulièrement, ça revient sur le tapis tout le temps. Le texte est dans les limbes, mais il n'est pas forcément abandonné non plus d'ailleurs, hein. Le vote est ajourné. Donc ça incite quand même à la prudence, et c'est vrai que c'est toujours un peu inquiétant, parce qu'on se dit, c'est jamais fini, et si on fait pas gaffe, le jour, ça risque de passer ce genre de truc, hein. Et donc évidemment, il y a des effets secondaires qu'on a déjà détaillés plein de fois, et voilà quoi. L'enjeu, ça dépend aussi, il y a une autre manière subtile de voir les choses, c'est le verre à moitié plein, c'est de se dire, effectivement, ils reviennent toujours à la charge avec Mais il y a toujours des réactions, objectif. ouais, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, le point positif, c'est qu'il y a toujours des réactions. Et encore une fois, voilà, jusque-là, ça a permis de nourrir le dialogue et de défendre une position. Voilà, on peut peut-être voir aussi le fait que jusque-là, ça tient bon et ça continuera sans doute à tenir bon encore un moment. Un qui, j'imagine, tient bon, c'est Julian Assange, Guillaume. Oui, c'est quand même une grosse nouvelle. Enfin, c'est une grosse nouvelle pour les dinosaures de la tech, hein, qui se souviennent de cette histoire et qui ont même couvert l'histoire de Wikileaks, gros scandale des années 2010. Incroyable. Hein, énorme. Hein. On résume pour ceux qui n'étaient pas nés, Wikileaks c'était un site où on pouvait poster des documents confidentiels issus de fuites variées, hein, et diverses. Il y a eu du très très lourd dessus. Et en particulier en 2010, on a trouvé sur Wikileaks des masses de docs sur la guerre en Irak, hein,
et des documents confidentiels, vraiment confidentiels, défense, quoi. Des documents très très chauds qui témoignent de trucs vraiment pas jolis qu'ont fait les Américains et les Anglais pendant les guerres d'Irak, des crimes de guerre, carrément. Et du coup, le Pentagone n'a pas du tout apprécié, quoi. Vraiment pas. Donc Wikileaks a été accusé d'espionnage, les charges les plus graves possibles, et Assange, Julian Assange, donc principal porte-parole de Wikileaks, a été arrêté. Enfin, il est arrêté, en tout cas, ils ont voulu l'arrêter, et il a été arrêté en Angleterre. Il aurait été arrêté en Angleterre en relation avec une histoire donc d'agression sexuelle en Suède, qui a finalement été classée sans suite après. Bon, ça a été très compliqué tout ça, mais bon, globalement, il a été arrêté en Angleterre, quoi, et c'est pas les seuls gros dossiers qui sont sortis sur Wikileaks, ça d'ailleurs. Mais bon, on peut dire que la vie d'Assange, en tout cas, ça a à peu près arrêté là, pas vraiment. Voilà, quand il y a eu ces révélations ces révélations embarrassantes, on peut le dire, sur l'armée américaine. Donc Assange, donc il sera en liberté surveillée finalement en Angleterre pendant 2 ans, et à un moment il s'est terré, enfin pour éviter donc d'être arrêté formellement, il a fini par se terrer à l'ambassade d'Équateur. On en avait parlé, je veux dire à l'époque on en avait probablement parlé plusieurs fois, à l'ambassade d'Équateur à Londres, dans laquelle il est resté de 2012 à 2019. Et donc il est resté 7 ans confiné là, vraiment dans l'ambassade, parfois même dans une seule pièce. Long, pendant très Déjà, longtemps. on a eu des confinements de quelques mois, c'était compliqué, t'imagines 7 ans. Quoi. 7 ans de confinement dans un unique bâtiment, et bon, au début même dans une pièce unique, confiné vraiment dans une pièce unique. On avait évoqué à l'époque, il tweetait de sa pièce, il tweetait sur l'élection de Trump, il a été naturalisé équatorien en même temps, puis il a été déchu de sa nationalité parce que le pouvoir avait changé, finalement le nouveau gouvernement, enfin le nouveau président l'avait déchu de sa nationalité. Donc, il n'était plus équatorien, et il a finalement été arrêté dans cette ambassade en 2019. Alors l'Angleterre va refuser quand même son extradition aux États-Unis, parce que depuis, évidemment, les États-Unis veulent le juger eux, il risquait 175 ans de prison à l'époque, et finalement il a été incarcéré en Angleterre à la prison de Belmarsh pendant 5 ans, et dans les quartiers de haute sécurité. Et c'est horrible, les quartiers de haute sécurité, c'est l'enfer, c'est pour les détenus les plus dangereux, donc c'est des cellules minuscules de 6 mètres carrés, et c'est en isolation maximale. Donc tu vois personne, tu sors pas, tu vois personne, pendant quelqu'un 1 heure par jour, quoi, c'est bon. Donc 5 ans, ça fait vraiment très très long. Et finalement, Assange a conclu un accord, il va plaider coupable, et il sera condamné devant un tribunal aux îles Mariannes, je crois que c'est même le 26, demain, donc il sera quand même condamné pour complot, donc, et il sera, on le sait, c'est un arrangement, donc il sera condamné à 62 mois de prison, qu'il a déjà purgé par ailleurs, à donc cette prison de Belmarsh, et là, donc, il est virtuellement libre, ça y est. Donc Julian Assange est libre, il va retourner en Australie apparemment. Et donc ça y est, après, depuis 2010, l'affaire Assange est close pour le moment. Moi, je pensais pas qu'il y aurait une issue comme ça qui pourrait arriver presque favorable. Voilà, je le sentais malheureusement embarqué sur de mauvaises perspectives. Et je pense même qu'au niveau santé mentale et équilibre personnel, ça devait être extrêmement difficile. J'aurais même pas été surpris d'apprendre une autre mauvaise nouvelle le concernant. Oui, mais on a eu des nouvelles effectivement comme quoi il était pas bien, pendant un certain moment. Je me mets à sa place. Autre registre, Guillaume, le combat qui fait rage pour l'informatique spatiale, le spatial computing. On a 2 affrontements de mastodontes sur cet ordinateur de l'avenir. C'est les enjeux de demain, Guillaume, qui se jouent. J'espère que tu en es bien conscient. Apple, évidemment, avec l'Apple Vision Pro, et puis Meta, avec le Meta Quest Pro. Mais évidemment, il prépare la suite, c'est ça ? Pour les pros, oui, c'est ça, des nouveaux ordinateurs spatiaux, j'allais dire quantiques, des nouveaux ordinateurs spatiaux d'Apple et Meta. IA. Alors, ce qui est marrant, c'est que bien sûr. Non, les ordinateurs IA, c'est Microsoft, attention. Apple et Meta, c'est ordinateurs spatiaux. Bon, chacun son truc. Oui, t'as raison. Mais ce qui est rigolo, c'est que finalement, Apple et Meta ont un peu des trajectoires opposées sur ce truc-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils vont probablement se rejoindre au milieu, quoi. Alors, je m'explique. Meta s'est lancé... T'as tellement bien résumé la situation, c'est vrai, et c'est une très très belle vision des choses, j'y avais pas pensé. Ouais, parce que quelque part, Meta s'est lancé dans la conception, ça y est, de son casque Meta Quest Pro 2. Donc la première version était un bide, clairement. Alors ça a été bien aidé par le fait qu'il a été ringardisé quasi tout de suite par le Quest 3, qui était beaucoup moins cher et qui était presque aussi bon. Et donc le Quest Pro 2 aurait pu être là cette année. Le développement a commencé en novembre dernier, mais Meta a choisi
de faire un modèle plus ambitieux et tourné vers l'avenir, et donc on nous promet en particulier une plus haute résolution, probablement un peu plus cher aussi, le modèle il était déjà très cher le Pro, hein. Mais disons qu'il voulait quelque chose de plus pro, qui allait plutôt donc pour 2025, et il voulait une plus haute résolution déjà, donc peut-être plus proche de celle du Vision Pro d'ailleurs, et il voulait aussi des avatars codec, donc ces fameux avatars aux œufs frais, les avatars photoréalistes qui ont tant impressionné Lex Friedman. On avait parlé, c'est des avatars. Parce que bon, évidemment, clairement, Meta était vexé qu'on se soit moqué de ses Nids sans jambes, donc il veut rectifier le tir, et puis bon, il avait aussi fait la démo donc des codecs qui sont des avatars vraiment en 3D, en 3D puis en relief dans les casques, qui sont quasi photoréalistes, qui bougent aussi de manière très crédible, quoi. Alors c'est que des têtes, mais ils bougent de manière très crédible. Si Meta veut monter en gamme, Apple envisagerait de faire exactement l'inverse. Le Vision Pro 2, proprement dit, sous-entendu le successeur haut de gamme donc du Vision Pro, serait tout simplement annulé en faveur d'une version moins chère. Donc parce qu'ils ont dû réaliser un matin, ils ont dû réaliser que 4000 balles, c'était peut-être un poil beaucoup pour le smicard moyen. Et donc l'objectif, ce serait de faire un casque plutôt autour de 1600 balles. Comprendre de 2000 balles ici, comme 2000 euros sans doute. Ce qui serait quand même déjà un peu plus justifiable, étant donné que ça reste un ordinateur complet et autonome et que c'est plus ou moins le prix d'un beau MacBook, on va dire un truc comme ça, d'un beau Mac Pro. Donc, une info non officielle, par contre, qui nous vient de The Information, rajoute qu'Apple va galérer carrément pour atteindre ce prix et qu'il va devoir faire de gros sacrifices. Un truc pas trop cher, c'est exactement ça. Faire un truc pas trop cher. Comment on fait ça? On n'a jamais fait ça, un truc. Comment c'est? Donc c'est un peu l'idée. Et donc, alors évidemment, ils veulent pas faire de sacrifice sur la qualité d'image, ce qui est plutôt bien, parce que c'est quand même un des gros points forts du Vision Pro, bien entendu. Mais c'est aussi le premier poste de dépense, c'est ce qui est le plus cher à l'écran. Donc ils vont faire des économies sur les capteurs, sur l'écran, les caméras. Peut-être sur l'écran frontal qui affiche vos yeux. Quel dommage. Il sera peut-être pas dans les prochains casques, oh là là. C'était ironique. Sans deck. Apple aurait produit dans les 500 000 Vision Pro, et ils s'en tiendraient là. Donc la production aurait carrément cessé. Même si le casque arrive sur de nouveaux marchés, en particulier en Europe, au Japon, tout ça, il n'y a aucune info précise de toute façon sur le nombre de gens qui l'ont acheté et qui l'ont gardé. Jusqu'ici, pour le moment, on ne sait pas. Ça n'a pas l'air énorme, clairement, ça n'a pas l'air d'être... Forcément, ça n'a pas l'air d'être un truc extrêmement vendu. Bon, voilà, en gros, le Vision Pro va plutôt baisser, aller vers une gamme un petit peu plus accessible, alors que par contre, le Quest Pro 2 sera peut-être effectivement... donc c'est pour ça que peut-être ils vont se rejoindre un petit peu au milieu, parce que il y en a un qui va monter en gamme et l'autre descendre par la force des choses. Il y en a un qui a la meilleure stratégie commerciale, parce que l'effet d'ancrage montre quand même que on va immanquablement comparer le prix d'un nouvel Apple Vision au Apple Vision Pro original, qui était très 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 cher. Donc tu vois, presque quand tu le présentais, 1600 balles, c'est vrai que ça paraît pas cher, tu vois, comparé à l'Apple Vision Pro. Alors en fait, ça reste très cher. Ça reste très cher pour un casque de réalité virtuelle, effectivement, ça reste quand même très cher, oui. Ta comparaison avec un MacBook Pro est intéressante d'ailleurs. On continue avec les serveurs sous-marins, Guillaume. On a parlé au moins 2 fois, je crois, de projet Natic, le projet de Microsoft. Alors, il y a des projets similaires ailleurs dans le monde d'ailleurs, en Chine en particulier. C'est celui de mettre des serveurs sous l'eau, un data center sous-marin à température constante et fraîche, et un data center qui est eau fraîche, un data center heureux. Et comme on les met dans des espèces de gros tubes étanches, en plus forcément c'est étanche, donc on les fout sous l'eau, et donc ça veut dire qu'on peut les remplir avec du gaz qui est bon pour les machines mais qui est mauvais pour nous. Mais on s'en fout puisqu'il n'y a personne, donc on met un gaz inerte, comme par exemple de l'azote, et ça réduit encore le risque de panne et d'incendie, donc c'est super. Plus besoin de refroidissement, des serveurs avec une durée de vie plus longue, sur le papier tout est super. Sauf peut-être pour les poissons. Mais dans la vraie vie, comme ça fait quand même plus de 10 ans qu'on parle du projet Natic, que ce projet a émergé si j'ose dire, on a un peu de recul. Un data center qui fait le grand plongeon, on en a vu en 2018, et il a été récupéré en 2020, et donc du coup, maintenant on a plein de données. Et on sait par exemple que sur 855 serveurs, il y en a 6 qui sont morts. Par comparaison, sur Terre, il y avait, sur un truc équivalent, il y a eu 6 décès de serveurs pour 135 machines. Donc, gros avantage Natic. Et effectivement, les machines ont fait leur boulot sans demander aucun refroidissement supplémentaire, et c'était vraiment tout bénef, quoi. Pourtant, Microsoft vient de clôturer le projet, voilà, c'est fini, hop, terminé, pour se focaliser sur les data centers tout à fait terrestres et tout à fait normaux. C'est qu'ils sont un petit peu occupés en ce moment, ils ont un copain qui a des gros besoins là, donc voilà, ils construisent à tour de bras, et les ingénieurs sont déjà sous l'eau, si j'ose dire, donc voilà.
Et puis maintenant, on a besoin de serveurs IA, et peut-être que les serveurs IA n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes que les serveurs qui ont été utilisés dans Natic, et que donc il faudrait peut-être tout refaire, et que bon, ça gonfle, donc on fait des trucs normaux, quoi. Même si Natic a sombré, le concept a encore toutes ses chances, parce que la Chine a immergé son premier vrai data center commercial sous-marin, il y a à peine 6 mois. Il y a pas moins de 100 modules, comprendre 100 grosses citernes, quoi. Vous voyez les citernes de camions-citernes, là, c'est à peu près ça. Gros citernes de camions-citernes, qui sont remplis de serveurs, donc remplis de machines, quoi, d'ordinateurs. Et en fait, sur les 100 grosses citernes, vous avez l'équivalent d'un data center de 67 000 mètres carrés. Ce truc a été immergé très très profond, pour qu'il soit bien au frais, et ça devrait économiser, d'après le prestataire, 122 gigawattheures d'électricité par an et 105 000 tonnes d'eau. Donc noyer les serveurs, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que les avantages sont vraiment supérieurs aux inconvénients? Est-ce que c'est un autre problème écologique en devenir? Je ne sais pas. Les Chinois nous le diront. Non, c'est pas vrai. Les Chinois nous disent rien, donc, par contre, on essaiera quand même d'en savoir plus. Ouais, ils auront une opinion, je ne sais pas s'ils la partageront. Petite question sur les standards des barrettes mémoire, Guillaume. Oui, encore un petit changement qui s'en vient dans les standards pour barrettes mémoire, mais cette fois, c'est pas un changement de format comme les CAM, c'est un changement dicté par des besoins physiques, parce que la RAM va trop vite, ça y est. La DDR5, à partir de la DDR5 6400, commence à avoir des soucis de synchro, donc une 6400, ça tourne à 3,2 GHz, et ça doit être vraiment très précis, ça doit bien différencier le front montant du front descendant du signal d'horloge pour pouvoir envoyer des données 2 fois par cycle, donc DDR, donc c'est Double Data Rate. Donc du coup, vous imaginez bien qu'il faut quand même un timing méga précis, il faut être quand même méga précis. Et il faut voir que si dans un CPU 3,2 GHz, ça paraît pas être une fréquence démente, il faut voir que le signal reste sur le die, c'est-à-dire il est à toute petite échelle, et donc il n'y a pas de distorsion, il y a très peu de distorsion, de déperdition des signaux, tu vois, c'est vraiment minime. Pour la RAM, ça n'a rien à voir. On parle de signal à 3,2 GHz, mais sur des très grandes distances, relativement, et c'est l'horloge du CPU qui gère directement les barrettes de RAM. Alors qu'elles sont très loin de lui, entre guillemets, et qu'en plus il y a des interconnexions entre eux. Il y a des interconnexions sur sur la carte mère, tout ça, et puis il y avait les slot DIMM. Les slot DIMM, c'est des interconnexions aussi, tout ça, c'est des sources d'interférence, c'est des sources de distorsion, d'affaiblissement du signal, qui finissent par plus être super fiables quand on arrive à des vitesses très très élevées. Et c'est plus, en tout cas, c'est, disons, plus assez fiable pour gérer une mémoire DDR5 très rapide. Donc dans le monde pro, c'est un problème qui a déjà été résolu avec les RDIMM, pour Registered DIMM, mais dans le monde grand public, pour l'instant, il n'y a rien, et donc il y a un nouveau standard qui va apparaître, pour les vitesses 6400 mégatransferts et au-dessus, c'est le QDIMM, pour Clocked Unbuffered DIMM. Alors le principe, il est très simple, il est dans le titre, en fait, on rajoute une horloge directement sur la barrette de RAM. Elle va être là tout simplement pour agir comme répéteur du signal, comme un peu un répéteur Wi-Fi si vous voulez. C'est le signal d'horloge qui va être généré par la barrette de RAM, qui va se synchroniser avec le signal d'horloge du GPU. Le signal d'horloge du CPU, le signal d'horloge du CPU va donc être récupéré et amplifié et nettoyé pour faire un truc bien propre, qui va être utilisé après par la barrette de RAM. Et en fait, ça va se manifester par une toute petite pupuce qui va se rajouter au milieu de la toute petite pupuce toute mignonne, qui va se rajouter tout au milieu de votre barrette de RAM, et puis grâce à elle, vous allez pouvoir bénéficier de DDR5 qui sera toujours plus rapide de 7200 et au-dessus. Pour des logiciels et des IA, bien sûr, toujours plus gourmandes. Évidemment, on en a de plus en plus besoin. Je pense que le message est clair en plus. Très bien. En Chine, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est que le classement de tête des fondeurs de puces change légèrement, Guillaume. Petite news fabricant électronique avec une nouvelle estimation des parts de marché des uns et des autres au premier trimestre 2024. Et donc avec 62%, on a toujours le poids lourd habituel, TSMC, dont la part tend à augmenter, à se maintenir, à augmenter un petit peu. C'est son meilleur score depuis plus d'un an, 62%. Il est suivi de Samsung avec 13%, et ensuite de SMIC à 6%. Et SMIC, c'est le fondeur chinois. C'est le fondeur chinois numéro 1, qui se maintient dans ces eaux-là, qui gagne même un petit peu, il gagne un point par rapport à l'an dernier, et c'est quand même significatif de voir que le troisième fondeur mondial, c'est le chinois, c'est le fondeur national chinois, quoi. Et c'est-à-dire chinois non taïwanais, voilà. Donc, bref. En tout cas, si la domination des Asiatiques n'est pas assez flagrante, c'est UMC qui vient ensuite. Alors on a donc UMC qui est aussi taïwanais. Et puis après, on a enfin 5% pour GlobalFoundries, qui est donc un fondeur américain. Donc globalement, l'industrie connaît une reprise relativement lente pour le secteur grand public,
avec une baisse de 5% au premier trimestre 2024. Il y a une forte demande IA qui a drivé énormément d'investissements et énormément d'augmentation de capacité, en particulier de packaging. Mais l'offre va quand même rester insuffisante pour la demande pendant encore un moment. En fait, en tout cas, là, ça se maintient à des niveaux très très hauts. Donc, bon, voilà, ça veut dire que globalement, les puces vont rester très très chères et ça fait les affaires de qui? Devinez? De Nvidia, bien sûr. Forcément. Et pendant qu'on parle justement d'NVIDIA et de classement, une petite mention, hein, puisqu'ils battent un record là aussi. Ah ben là, j'imagine trop, tu sais, Jensen Huang, façon même de Gatsby le magnifique avec le verre de champagne, tu sais, parce que là... Mais là, c'est pas un verre de champagne, il doit avoir sa piscine olympique de Veuve Clicquot là, à ce niveau-là, parce que Nvidia a dépassé Microsoft en termes de capitalisation boursière. 3335 C'est milliards de dollars. incroyable. Ce qui ont fait la boîte la plus riche du monde. Incroyable. Enfin, je dis ça pour le dire vite, en fait. Voilà, c'est... Bon, vous savez bien, hein, quand je dis ce genre de truc, c'est en termes de capitalisation boursière. Je sais pas si Nvidia a un trésor de guerre comme Apple, parce qu'Apple est vraiment pété de thunes. En plus d'avoir des actions très très hautes, il est vraiment pété de thunes. Il a un compte en banque vraiment bien garni, quoi. Là, on parle vraiment du nombre d'actions fois la valeur de chaque action. Valeur qui ne cesse de monter, donc effectivement, la capitalisation boursière explose. Mais donc bon, même si c'est un peu virtuel, financièrement, ça va très bien, hein, parce qu'on a donné la fois dernière les prix estimés des machines qu'ils vendent, hein, vous vous souvenez, hein, c'est 150-200 000 balles par serveur. C'est pas rien, et Blackwell, la prochaine génération, sera encore plus chère, et tout le monde se les arrache toujours, donc ça roule. Incroyable. Eh ben, ça fait plaisir, hein, quelque part, de voir des boîtes comme ça où ça roule. Tout va bien, j'imagine qu'ils doivent être détendus, effectivement, et joli record de leur côté. On passe à une petite rubrique intitulée Transcendance. Alors attention, hein, ça mérite de l'écouter celle-ci parce qu'à mon avis, vous n'en sortirez pas sans avoir profondément évolué ou pas. Peut-être ça va pas changer grand-chose, mais vous allez apprendre des trucs, vous allez voir. En tout cas, c'est déjà les intelligences artificielles qui atteignent la transcendance, Guillaume. Oui, la transcendance, comme dans le film avec Johnny Depp, tu vois, je sais pas si... Oui. Je sais pas si personne n'a vu ce film, j'ai l'impression. Mais j'aime bien Johnny Depp. Enfin bon, bref, on s'en fout. T'aimes bien Johnny Depp? Bah, j'aimais bien Johnny Depp. Je sais qu'il est devenu controversé, mais moi j'aime bien Johnny Depp. Enfin bref, Transcendance, là, ça part, de toute façon, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas non plus aussi spectaculaire. Ça veut dire quoi la Transcendance? Parce que là, quand on parle d'un papier fait en collaboration avec DeepMind, c'est du sérieux. Alors ils ont une définition de la Transcendance. La Transcendance, c'est qu'un modèle, donc un modèle d'IA, hein, est entraîné par un certain nombre d'experts et que le modèle devient meilleur que le meilleur de ses entraîneurs. C'est un Pokémon qui dépasse même tous les super dresseurs, tu vois. Et rien que ça. Alors, c'est quand même pas rien, parce qu'on a l'habitude de penser que quand on entraîne une IA sur des données, au mieux, elle pourrait atteindre le niveau qu'il y a dans les données. Tu vois, puisqu'elles reproduisent la distribution de probabilité des données. Donc, si on entraîne un modèle sur l'intégrale des monsieur-madame, on ne s'attend pas à ce qu'il écrive comme Proust. Ni même comme Beethoven, tu vois. C'est normal. Et pourtant... Écoutez les épisodes précédents. C'est arrivé dans ce papier. Dans un domaine très contrôlé, hein, dans le domaine des échecs, les modèles de langage, on l'a mentionné même dans l'épisode hebdomadaire, les modèles de langage peuvent apprendre à jouer aux échecs. En réalité, si on entraîne un transformer exprès pour, il va jouer même plutôt bien. Rien qu'en voyant passer des millions de parties. On les entraîne comme des modèles de langage, on leur fait lire des millions et des millions de parties, et puis ils vont commencer à piger le truc. Vraiment, en plus. C'est un autre sujet de voir à quel point vraiment, mais on a constaté effectivement qu'ils pigeaient vraiment le truc. Donc les chercheurs ont fait des modèles de langage et donc qui marchent comme des chatbots, mais qui font que ça, ils font jouer aux échecs. Donc ils en ont entraîné 3. Un qui a été entraîné sur des parties de joueurs pas bons, un sur des joueurs moyens et un sur des joueurs assez bons, plutôt bons. Précisément, hein, ils ont limité le niveau Elo des entraîneurs du coup à 1000 pour le premier set, 1300 pour le deuxième et 1800 pour le dernier. Et donc ils ont abouti à 3 modèles qui jouent aux échecs. Alors, quel est le niveau de ces 3 modèles? Intuitivement, on s'attend à ce que le premier modèle ait lui aussi un niveau de 1000. Ça serait totalement logique. Or, pas du tout. Le premier modèle a atteint un niveau de 1500, c'est-à-dire qu'il est meilleur que ses entraîneurs, c'est-à-dire qu'il est meilleur que les gens avec lesquels il s'est entraîné, quoi, quelque part. Il y a transcendance. Et c'est aussi le cas du second. Il a été entraîné par des joueurs de niveau maximal 1300, et il atteint les 1600. Par contre, le dernier, qui a été entraîné sur un niveau Elo Max de 1500, va faire, ou 1800, je sais plus, enfin en tout cas, il va faire aussi bien, mais pas mieux. Donc lui, il n'a pas de transcendance avec les bons joueurs. Et donc on a 2 constatations. D'une part, il est possible d'avoir des modèles qui soient meilleurs que les experts, qui soient meilleurs que les données d'experts avec lesquels il a été entraîné. Ouais.
Mmh. Mais cette transcendance, donc, elle est de moins en moins marquée au fur et à mesure que le niveau des experts monte. Alors comment t'expliques ça? En fait, c'est assez simple. Les joueurs de niveau 1000, les joueurs de niveau maximum 1000, les joueurs, c'est des novices en fait. Donc Un peu moins bon, ouais. voilà, c'est des joueurs novices. Donc individuellement, ils font pas mal d'erreurs. Des erreurs assez souvent. Mais collectivement, si on prenait par exemple la moyenne des avis pour chaque coup joué, on aurait sans doute moins d'erreurs. Parce qu'il y aurait une forme de sagesse collective. Quand on prend la majorité, tu vois, la majorité se trompe moins souvent que les individus, en fait. Si tu que les individus qui prennent des décisions tout seuls. Le modèle de langage est probabiliste. Et donc, du coup, il sort le coup le plus probable. Et ce coup, on peut le voir comme une sorte de coup moyen, auquel on aurait attribué, auquel aurait contribué, enfin, même auquel ont contribué à chaque fois l'ensemble des joueurs, tu vois. Cet effet, il peut se voir comme une sorte de filtre. C'est-à-dire que le modèle va filtrer le bruit et amplifier le signal. En fait, il va filtrer les erreurs individuelles. Et c'est tout à fait cohérent avec les autres résultats, parce que les joueurs moyens font un peu moins d'erreurs, et les bons en font très peu. Et en conséquence, le phénomène de sagesse des foules est moins prononcé pour le deuxième modèle, qui effectivement a un niveau de transcendance un peu moins élevé, et disparaît carrément pour le troisième, où les individus font très peu d'erreurs, et où on n'a pas de transcendance du tout. Donc c'est un phénomène qui n'est pas si mystérieux finalement, mais qui est quand même intéressant de constater, parce qu'il pourrait se manifester dans d'autres contextes, et on pourrait avoir finalement de meilleurs résultats que ce qu'il y a dans les données, parce qu'il y a cet effet filtre, en fait, cet effet de Moyen-Âge, cet effet de filtre qui est opéré par le modèle. C'est intéressant parce que ça m'évoque, très clairement un équivalent, dans la vie, alors pour le coup pour des humains, hein, mais il y a une excellente vidéo de Fouloscopie qui explique pourquoi la foule chante toujours juste. Bon, à prendre avec des pincettes évidemment, mais ça explique justement le lissage, quelque part que fait le groupe, et s'il y en a quelques-uns qui chantent faux, et ben, quelque part au niveau de la rythmique et au niveau, des tons, des chants, et bah, ça s'uniformise. Et j'imagine effectivement que ça doit être assez facilement transposable avec ce que tu expliques. C'est que finalement, si tu prends, l'équivalent avec des très bons chanteurs et que tu mets en groupe, bon, bah, ils chantent toujours, très bien, mais ils peuvent pas non plus augmenter leurs compétences de chant, de manière, aussi remarquable. Enfin, moi, je Ah, fais je un pense, vrai ouais. parallèle entre les 2 Ouais, quelque mais je part. pense que c'est un peu, je pense que c'est un peu ça, effectivement, puisque si tu mets des chanteurs très mauvais, ils vont finir par chanter juste ensemble, alors que C'est ça, individuellement voilà, ils sont pourris. Alors ouais, que si tu mets des bons chanteurs, bah, de toute façon, ils chantent déjà juste. Donc le fait qu'ils chantent exactement. juste Ils peuvent pas ensemble, bah, ça change rien, progresser. quoi. Mmh. Ah, c'est vraiment captivant, j'aime beaucoup, ces réflexions et quand on arrive à faire des analogies. Alors d'ailleurs l'échange qu'on a eu avec Luc Julia parfois peut être, un peu, source d'alerte parce qu'on fait vite parfois des parallèles dans des phénomènes d'intelligence, artificielle, et la vie humaine. C'est vraiment toute proportion gardée et je pense qu'on induit parfois un petit peu de biais comme ça en faisant des rapprochements. Là, comprenez bien que c'est une logique de compréhension des choses. On n'est pas en train de dire que les intelligences artificielles sont plus humaines, et qu'on pourrait les comparer à des chanteurs, c'est pas ce qu'on a dit. Au passage, Guillaume, tu voulais justement nous parler de Arc, justement, je t'ai emballé sur ce sujet dès l'intro, mais il est temps que tu reviennes sur ce sujet de couverture. Oui, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai mis ce dessin bizarre comme ça en truc? Oui, c'est vrai qu'on J'aime on beaucoup. parle beaucoup d'AGI à tort et On à dirait travers, hein. Oui, vas-y. on dirait des monstres du jeu Donjons et Dragons sur l'Intellivision que j'avais petit. Voilà, je voulais le placer, c'est important quand même. Ah, mais il y avait d'accord, mais oui, c'était important, oui. Heu, non, mais le truc, c'est qu'ils sont pas tous aussi, comment dire? Parfois, il y a beaucoup plus de pixels, en fait, hein, mais Mmh. bon, on va en parler. Écoute, c'est quoi? Ce truc-là, effectivement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générale, d'AGI, tout ça, en tort et à tort et à travers, souvent. En pratique, comment on va reconnaître une intelligence générale, de toute façon? Tu sais, on a même dit qu'il existait différents niveaux de généralité, différents niveaux de compétences dans les Ouais. aptitudes que les modèles ont pour l'instant, que les IA actuels avaient déjà un certain niveau de généralité, pas forcément très élevé, et puis qu'ils ont des compétences qui sont parfois pas dingues, hein, parfois nulles, parfois très utiles, ça dépend. Donc, est-ce qu'il y aura une rupture? Où se situera cette rupture? S'il y a rupture entre les AGI donc, et les modèles qu'on a et qui vont évoluer, qui continuent d'évoluer, de toute façon, c'est pas si évident. Il y a un Français, François Chollet, qui pense avoir un test qui peut nous aider. Il a lancé donc conjointement le Arc Prize, qui est une compétition avec $1 million à la clé quand même, hein, où le but c'est de résoudre des puzzles simples, finalement. On a du fric. Alors il s'est allié avec, voilà, il a d'autres, c'est pas de sa poche, Le effectivement, système de partenariat. il y a tout un système de partenariat, effectivement, et donc c'est ce, voilà, 1 million est en jeu pour l'instant, d'ailleurs, il n'est pas gagné. Et je pense que c'est aussi le pari, c'est qu'il ne sera pas gagné tout de suite, quoi.
Les puzzles en question, c'est des puzzles qui sont plus ou moins simples, et effectivement, ils sont tous sur une grille. Une grille qui est plus ou moins fine, avec plus ou moins de carrés. C'est une grille carrée, hein, et dedans, il y a donc ces carrés sont colorés avec des couleurs exactement. Donc, on peut avoir en gros des carrés verts, des carrés noirs, et puis effectivement, il peut y avoir plus ou moins de couleurs. Et donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer des exemples de transformation de la grille. Donc, tu as un motif dans une grille, il est transformé en un autre motif. Et puis, on va te donner 2 exemples de transformation, comme ça, de motifs sur des grilles. Et on te donne une troisième configuration, et puis c'est à toi de déduire quel sera le résultat de la Ok. transformation. Donc un exemple simple, ça serait de colorier les carrés noirs à l'intérieur d'un tracé de carrés verts. C'est exactement l'illustration qu'il y a sur la cover. Et donc ces tracés peuvent être plus ou moins complexes, hein, ça va être plus ou moins difficile de déterminer ce qui est dedans, ce qui est dehors, mais il y a beaucoup plus tordu que ça. Donc il faut parfois reproduire des motifs par exemple en faisant des réflexions, en faisant des rotations, en les faisant se chevaucher. Et ça parfois c'est en tenant compte des couleurs, par exemple des carrés. Parfois il faut colorier d'une manière spécifique, en alternant les rotations, etc. En fait, ça ressemble franchement à des tests de QI, hein, tout simplement. Et le point commun de tous ces puzzles, c'est qu'un humain arrive à les faire en général presque tous. Parfois en prenant un peu de temps, hein, il faut parfois du temps, ne serait-ce que pour déterminer ce qu'il y a à faire, mais le truc c'est que les IA, elles galèrent terriblement, même sur les plus simples des exemples. Alors que les benchmarks standards, souvent les trucs qui sont mis en évidence par les grosses boîtes comme Anthropic ou OpenAI et tout ça, ou Google, hein, c'est plutôt des choses qui sont bien maîtrisées, c'est des questionnaires qui sont souvent survolés en fait, hein, où on a des scores de 80-90% parfois, qui sont donc des questionnaires avec des questions de niveau primaire ou de niveau collège ou de niveau lycée, parfois niveau universitaire. Mais souvent c'est des QCM ou c'est des choses comme ça. Et tout ça, c'est des choses qui sont assez bien maîtrisées par les modèles de langage actuels, alors que le test ARC, lui, il n'est pas bien maîtrisé du tout par les IA actuels. Elles foirent complètement, alors que les humains, eux, savent bien, et donc, quelque part, c'est un test qui est, pour l'instant, IA résistant. Voilà, il résiste aux IA pour l'instant. Et sur Arc, d'ailleurs, ils ont leur propre définition de ce que pourrait être une intelligence artificielle générale. Hein. Alors, OpenAI a sa propre définition, hein, c'est la définition qu'il donne, c'est que c'est un système capable d'automatiser la majorité des tâches économiquement utiles. Donc on reconnaît bien là le pragmatisme américain, n'est-ce pas? Mais c'est clairement pas une bonne définition si si toi on te demandait ce que c'était que d'être intelligent, c'est pas forcément ça que tu dirais. Tu dirais un truc qui serait plus proche c'est un système capable d'acquérir des nouvelles compétences à la volée et de résoudre des problèmes ouverts. Et c'est exactement la définition que choisit François Chollet et le Arc Prize, ce qui est effectivement plus proche vraiment de la définition intuitive de l'intelligence quand même. Donc ces puzzles sont des problèmes abstraits, mais ouverts, parce que voilà, à chaque fois c'est différent. Vous faites pas la même chose. Là, dans un cas, effectivement, il faut colorier l'intérieur, mais c'est pas du tout comme ça tout le temps. Vous avez à chaque fois des problèmes différents, et donc il faut s'adapter à chaque fois. Et c'est pas forcément compliqué, et nous on y arrive. Enfin, on y arrive dans 85% des cas, parce que ils ont demandé les talents humains, c'est à 85%. C'est l'objectif en fait pour remporter le Grand Prix, parce que ils ont fait se faire ça probablement en ligne, hein, ils ont probablement crowdsourcé des résolutions, puis ils sont arrivés à 85% des trucs. Ça veut dire qu'il y a des choses assez compliquées, donc hein, des choses assez difficiles, quoi. Et donc 85%, si vous arrivez à dépasser 85%, vous aurez le million de dollars. Pour le moment, on plafonne à 45. Mais bien sûr, quand on lance un défi, et puis avec du fric à la clé, évidemment, il y a ça motive. Donc il y a plein de tentatives comme ça qui commencent à fleurir. Et attention, vous avez une quantité de calcul qui est limitée. Et puis vous ne devez pas non plus utiliser des modèles fermés, parce qu'il faut qu'il y ait une transparence totale en fait, donc vous ne pouvez pas utiliser de modèle fermé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser GPT-4. Mais il y a quand même des gens qui testent avec GPT-4, évidemment, pour savoir si ça marche et pour savoir à quel point on peut forcer GPT-4 et le booster, le surbooster pour essayer quand même de résoudre le truc. Et c'est l'approche de Ryan Greenblatt qui a utilisé GPT-4o, donc il n'a pas le droit, donc ça veut dire qu'il sait qu'il ne pourra pas avoir le prix, mais c'est pour savoir à quel point, si tu veux, on est loin du compte quelque part et à quel point on peut quand même booster GPT-4. Et donc Ryan, lui, il utilise une méthode qui est extrêmement inefficace, mais qui a quand même réussi à hisser GPT-4 à 50%, ce qui est pas si mal en fait. Hein. En fait, il utilise GPT-4 un peu à contre-emploi parce qu'il mise sur la quantité plutôt que sur la qualité. Parce que GPT-4, si tu lui donnes frontalement comme ça le truc, tu lui montres les armes, tu lui dis c'est quoi le truc, et jamais ça marche. Il est mort. Par contre, l'approche de Ryan, ça a été de rendre les puzzles textuels, donc de les traduire pour lui, et après de le faire réfléchir sur quel programme Python pourrait résoudre le truc, et puis surtout, il le fait réfléchir et générer des programmes Python 8000 fois pour chaque puzzle. Donc ça veut dire c'est vraiment force brute, quoi. Hein.
Et bon, quand on trouve des candidats, presque par hasard limite, c'est-à-dire des candidats de programmes qui marchent, c'est-à-dire qui effectivement réussissent sur les exemples, eh ben, on les fait encore une fois analyser à GPT-4, voilà, pour savoir s'ils ont une chance de passer, et puis après on les poste finalement, et puis on poste le plus prometteur, quoi. Et cette méthode-là, elle a permis d'atteindre les 50% avec GPT-4, entre guillemets, et c'est une approche qui est finalement similaire à l'approche de DeepMind avec AlphaCode. L'approche de DeepMind avec AlphaCode, c'était un peu la même chose, hein. Les LLM savent coder, mais ils savent pas coder de manière extrêmement sophistiquée, pas assez en tout cas pour résoudre des problèmes de programmation complexes ou des problèmes de la vie quotidienne qu'on pourrait avoir sur des grosses bases de code. Et donc ils ont utilisé avec AlphaCode la force brute aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un seul échantillon, en fait, ils ont fait des milliers, des centaines de milliers d'échantillons, et puis après ils ont utilisé d'autres systèmes pour faire des sélections, pour prendre les meilleurs, etc., et puis pour partir de ces meilleurs et pour les faire évoluer. Et donc c'est extrêmement coûteux parce que ça demande énormément de génération. C'est pas du tout vous posez vous envoyez votre problème, vous posez la question et ça sort tout cuit. Pas du tout, c'est extrêmement complexe, lourd et inefficace, mais effectivement, on arrive quand même à significativement augmenter les performances. Donc c'est une sorte de pis-aller pour le moment, on va dire, qui montre que bon voilà, les LLM peuvent servir, mais c'est pas très satisfaisant pour le moment, et donc voilà, c'est pour l'instant c'est la condamnée, quoi. Très bien, ça progresse dans la recherche. Et puis, je vois aussi que tu as été intéressé sur la recherche avec un rat virtuel qui est évidemment basé sur une intelligence artificielle, mais qui imite le vrai mouvement des rongeurs. Je pense qu'on va encore nous prêter des mauvaises intentions, Guillaume, d'association entre la nature et l'intelligence artificielle. Dis-nous tout. Oui, bah de toute façon, ça va, ça va être de pire en pire. Parce que là, il y a un article de Neuroscience, effectivement, enfin donc de Neuroscience, et en plus c'est paru dans Neuroscience News, donc vraiment un truc de neurosciences, hein, dans une revue de neurosciences. C'était il y a 2 semaines, mais j'avais raté ça. Et ça parle d'un rat virtuel. Alors c'est encore DeepMind, parce qu'il s'éclate, hein, décidément chez Google, vraiment. Enfin, c'est DeepMind et Harvard. En fait, c'est DeepMind pour le côté technique, clairement, et c'est Harvard pour le côté neurosciences du rat. Et donc, ils ont modélisé un rat. Mais ils ont modélisé au niveau biomécanique. Donc, ils ont fait un rat en 3D. Un rat en 3D, vraiment, voilà, comme un jeu vidéo, quoi. Mais vraiment très précis, c'est-à-dire avec des membres, des os, des muscles et des réponses, donc de tout ce système-là, qui sont conformes aux contraintes biomécaniques des vrais rats, des vrais corps de rats. Et ils ont foutu ça dans un environnement virtuel en 3D qui a lui-même une gravité, hein, une simulation de gravité, puis des murs virtuels, donc voilà, des contraintes physiques aussi simulées. Et attaché à ça, ils ont foutu un réseau de neurones qui a donc dû apprendre à piloter ce corps de rat virtuel, avec des données, à l'aide de données qui ont été enregistrées sur des vrais animaux. Donc on a montré au réseau la référence de la trajectoire qu'il fallait suivre pour un mouvement donné, et il devait apprendre à lui reproduire les forces qu'il devait envoyer dans les diverses parties du rat, pour pouvoir le faire bouger comme il faut, quoi. Et au final, on a eu un vrai rat virtuel qui bougeait comme un vrai rat, hein, et dont le cerveau virtuel envoyait des impulsions qui ressemblaient, franchement, étonnamment, aux fausses impulsions qui étaient envoyées par des vrais cerveaux de rat. Et du coup, c'est super utile, parce que c'est un peu comme si on avait un petit cerveau totalement transparent, du coup. Puisque voilà, c'est juste un logiciel, donc tu peux vraiment le voir sous toutes les coutures et dans tous ses détails. On peut lire tout ce qu'on veut aux neurones près. Alors, on n'a rien modélisé d'autre que le mouvement, ne vous inquiétez pas, donc il n'y a pas eu de maltraitance d'animaux synthétiques, parce qu'on n'allait pas encore à maltraiter les animaux virtuels, parce que voilà, on ne les simule pas assez bien. Mais peut-être qu'un de ces jours, ça pourrait devenir un sujet, allez savoir. Eh ben, je sais pas si on doit se réjouir, mais bah, quelque part, il vaut mieux torturer un rat virtuel, Guillaume. Ben, je sais C'est quand pas. même mieux. Est-ce que si on torture un rat virtuel, mais qu'il ressent une vraie souffrance? Oh mon Dieu, tu me poses des questions qui sont bien trop complexes. Et puis en plus, j'ai l'impression que tu en as dans ton bagage. Tu nous embarques sur la représentation platonique. Vraiment, tu mets la barre très très haut pour cet Ah épisode, mon Dieu, c'est Guillaume. ça. Non mais là, je pars en métaphysique, carrément, je pars en métaphysique, J'adore. avec la représentation de Platon chez les IA. Oh là là là, dans quoi je me lance? C'est risqué. Vous inquiétez pas, j'ai pas me lancer dans la philo, hein, et je suis pas non plus passé en mode New Age, enfin pas complètement. La représentation de Platon, c'est juste le nom donné par les chercheurs à un phénomène qui est tout à fait terre à terre par hasard, si on veut, hein. Enfin, par ailleurs, c'est un truc mathématique, quoi, donc c'est vraiment un truc terre à terre. Et ça a été observé dans des modèles multimodaux qui existent, hein. Il n'y a rien de si incroyable. Un chatbot moderne, ça peut voir des images, ça peut discuter dessus autant qu'avec du texte, hein. Voilà, vous savez bien, ils sont multimodaux, les GPT, les Claude et tout ça, et il y en a même plein, même des plus petits. Et ils peuvent faire ça en plein de langues différentes aussi, et puis le son arrive, hein, voilà, avec GPT-4o, etc., et bientôt peut-être d'autres modalités. Et tout ça, finalement, ces phrases, ces images, ces sons, ils ont une représentation mathématique interne.
Pour chaque chatbot a sa représentation mathématique interne de ce truc-là. C'est normal, hein, un chatbot, c'est un modèle de langage qui manipule que des nombres, hein, forcément, ça manipule que des valeurs numériques, et tout est représenté, donc, chaque chose est représentée par un ensemble de nombres, beaucoup de nombres en général, qui sont regroupés donc dans ce qu'on appelle des vecteurs. Voilà, et ces vecteurs, c'est des objets mathématiques, mais c'est pas juste des paquets de nombres, c'est des trucs qui sont organisés, et qui se baladent dans un espace qui lui-même a une structure. Une structure qui est déterminée, en général, par les données que le modèle a vues, qui est façonnée par les données que le modèle a vues, et qui est structurée de manière à ce que le modèle soit capable efficacement de faire le boulot qu'on lui demande de faire. Tout ça, c'est des contraintes, et ça structure cet espace-là. Donc on avait déjà parlé de ces représentations un peu avec les embeddings du texte, hein, pour les modèles de langage, avec des structures qui permettent de représenter des concepts d'essence, de le faire efficacement, et de le faire, et même de pouvoir faire des calculs avec les concepts, quelque part. Un exemple connu, c'est pour un plongement classique, hein, c'est des vecteurs qui sont associés par exemple à des mots comme roi. Donc tu as un vecteur qui est, t'as un vecteur qui est associé à roi, un vecteur qui est associé au mot reine. C'est des concepts qui sont voisins, et la différence de ces deux concepts, finalement, c'est le sexe, quoi. Et si on fait la somme des vecteurs associés, mais la somme vraiment au sens purement mathématique du terme, hein, si on fait la somme du vecteur roi et du vecteur femme, on va avoir le vecteur reine. Donc c'est très schématique, mais ça montre que les concepts sont organisés dans la tête du modèle, en quelque sorte, hein, et qu'il y a une représentation complexe, et que les calculs qu'on peut faire sur ces représentations ont un sens sémantique. Donc si le modèle est multimodal, il y aura certainement des représentations voisines, probablement, hein, en tout cas, cohérentes. Pour une image de pomme, s'il voit des trucs, hein, pour une image de pomme, il y aura des choses qui sont cohérentes avec le mot pomme, et sans doute aussi avec le mot apple, parce que dans une autre langue, ça représente quand même la même chose, etc. Par contre, on pourrait se dire que si Claude et ChatGPT sont entraînés de manière multimodale chacun de leur côté, ce qui est le cas d'ailleurs, ils auront une représentation interne et des choses qui pourraient être complètement différentes. Donc elles auront un sens pour chacun d'eux, mais il n'y a pas de raison a priori qu'il y ait de correspondance entre les deux représentations, entre les deux espaces mentaux quelque part des deux chatbots. Or, ce que les chercheurs du MIT constatent, c'est qu'en fait, peut-être que si. En tout cas, peut-être que les représentations sont pas si éloignées que ça. Okay. Donc ils ont testé une vingtaine de modèles, un petit peu toutes les tailles, un petit peu toutes les familles, des modèles open source, hein, parce qu'évidemment, sinon tu n'as pas accès au modèle et tu n'as pas accès à toutes les informations. Donc ils ont testé que des modèles complètement transparents sur lesquels ils pouvaient tout gérer, donc des modèles open source. Et donc ils ont constaté qu'au plus un modèle devient gros, enfin qu'au plus les modèles deviennent gros, au plus ils ont tendance à représenter les choses de manière semblable. Ça ne veut pas dire identique, mais ça veut dire qu'on peut trouver des correspondances directes, en tout cas on peut trouver des correspondances qui sont plus ou moins proches, si tu veux, entre les correspondances. Donc ça veut dire qu'essentiellement, ils représentent les choses de manière de plus en plus semblable. Et à la limite, si on pousse le raisonnement à l'extrême, tous les modèles devraient avoir la même manière de représenter le monde en interne. Si on pense à des modèles très 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 gros et très 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 sophistiqués, finalement, ça risque que ça va converger, quoi. Ça pourrait converger vers une représentation statistique partagée du monde. Et c'est ça qu'ils appellent, eux, la représentation de Platon. Alors l'idée venant de la caverne, hein, les données vues par le modèle pendant l'entraînement, ce seraient les ombres sur le mur de la caverne, mais leur modèle finirait par retrouver une représentation de la réalité sous-jacente, de la réalité qui projette ces ombres, qui est la réalité qui est donc à l'extérieur de la caverne, hein, par l'analogie. Alors cette analogie, c'est eux qui la font, hein, c'est pas moi, donc c'est pas moi qui... je veux pas recevoir des lettres d'insultes de profs de philo, c'est pas moi qui fait cette analogie avec Platon, c'est eux. Mais je peux vous fournir leur adresse email si vous voulez leur envoyer des insultes. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, de tout ça, bon, il y a pas... C'est pas vraiment des preuves, hein, faut pas exagérer. C'est des indices empiriques qui pourraient faire penser que ça fonctionnerait comme ça. Et si on y réfléchit un peu, ça pourrait être envisageable. Disons que c'est pas complètement déconnant comme hypothèse, parce que le raisonnement, c'est que si on entraîne des modèles qui sont de plus en plus sophistiqués, qui savent donc faire de plus en plus de choses, au plus on demande de bien faire des choses différentes, au moins il va y avoir de représentations efficaces pour faire toutes ces choses à la fois. L'idée, c'est qu'au plus un modèle est bon, au moins il a le choix de comment représenter efficacement les structures, ce qui supposerait une convergence de représentation du monde. Et notez bien que finalement, c'est un peu pareil pour nous, quelque part. C'est-à-dire qu'au plus on fait d'observations, au moins on peut imaginer des trucs délires. Parce qu'au plus on est contraint dans la manière dont on modélise le monde. Tu vois, au plus on a d'informations sur le monde, au plus ça donne de contraintes. Donc on ne peut pas imaginer que certaines choses puissent se passer parce qu'on constate qu'elles ne se passent pas comme ça. Et donc on a, nous aussi,
enfin, on peut imaginer que nous aussi, on puisse avoir ce phénomène de, au plus on observe le monde, au plus on le regarde de manière précise, au moins on a de liberté, au plus on a un modèle qui est proche de la réalité, quelque part. Bon, c'est certainement aussi une théorie philosophique, mais je ne parle pas très là-dedans. Donc c'est une recherche qui vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est un début, ça demande de plus amples travaux, évidemment, mais ça, on verra effectivement si ça se confirme quelque part, puisque comme les modèles deviennent de plus en plus multimodaux et qui deviennent aussi de plus en plus gros, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se confirmer à l'avenir ou pas. Il y a plein de possibilités, et c'est intéressant à considérer. C'est tout à la fois rassurant et effrayant quelque part. Rassurant dans le sens où tu te dis, bah, finalement, une représentation du monde un peu optimale semble être incontournable et un peu unique et un peu partagée. Et en même temps, c'est un peu flippant de se dire qu'une fois de C'est plus, il y cette a un idée, hein. parallèle de l'organisation de C'est cette idée, l'information hein. Il y a toutes les représentations. Si tu veux, C'est toutes les manières de représenter, ah là là. de modéliser le monde euh, en fonction de ce qu'on te montre, parce que c'est un modèle, on lui Mmh. montre des trucs. On lui montre des images, on lui montre des vidéos, on lui montre des textes, on lui montre des trucs. Je veux dire, effectivement, au fur et à mesure qu'on lui montre des trucs, et qu'on lui demande de faire un travail particulier sur ces trucs et de le faire le plus efficacement possible, Ouais, oui. on se dit effectivement que il n'y a pas forcément 36 manières de faire bien ce qu'on lui demande. Tu vois. Bah Et oui. effectivement, si tu imagines ça, tu te dis, il y a peut-être une manière optimale de faire ce qu'on lui demande vu ce qu'il voit. Et cette manière optimale, il n'y en a pas 36 du coup, si elle est optimale. Tu vois. Donc, c'est vraiment cette idée-là. Bon, est-ce qu'elle va se confirmer? Je ne sais pas, mais bon. Encore une fois, ça va me permettre d'avoir des arguments vis-à-vis de mon fils qui veut parfois, tu vois, revoir la méthode d'organiser une maison à l'intérieur et de s'organiser pour les tâches ménagères et dire: «Ah non, c'est bon, pourquoi est-ce qu'on fait comme ça?» Bah si, en fait, tu vois, il y a une représentation optimale du monde, de la maison et Voilà. il faut que tu la suives Une pour que ça représentation fonctionne bien. Ouais. optimale, unique, et c'est celle de papa. Un peu extrême, mais tellement efficace à intégrer. On termine, Guillaume non, on termine pas tout à fait parce qu'il y a ce sujet que je trouve être une des applications les plus incroyablement pertinentes pour une vie en société, de l'intelligence artificielle, Guillaume. On va peut-être arriver à éradiquer la méchanceté, c'est ça, au téléphone, peut-être demain même plus qu'au téléphone, mais le rêve absolu que tu es en train de me présenter, d'avoir des personnes, en colère comme ça, que tu as en face de toi au téléphone et ça te les transforme en personnes, voilà, plutôt respectueuses. Ah mais c'est beau, dis-nous tout. C'est vrai, mais c'est pas pour les particuliers, c'est pas pour toi normalement. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas pour Dommage. toi. Mais peut-être que ça viendra justement, je ne sais pas. C'est vrai que c'est. Alors, on va revenir à des considérations beaucoup plus terre à terre avec cette initiative un peu lunaire de SoftBank, qui vise effectivement à utiliser l'IA pour protéger les téléconseillers de la colère des clients. Il y a un esprit très japonais Alors, quand qui même n'a pas derrière été tout en ça. pétard au téléphone avec un téléconseiller, hein, qu'il me jette Ah la bah première oui, pierre, c'est je veux clair. dire. Alors, moi, j'essaye de pas les insulter, enfin, je confesse quand même que mon irritation doit sans doute se sentir de temps en temps, sans doute aucun doute. Apparemment, je suis pas le seul, à tel point que c'est manifestement un problème pour la santé des téléconseillers. Et même SoftBank a carrément, ça lui a donné l'idée géniale de concevoir un filtre IA qui modifie la voix du client Furax en temps réel pour qu'il ait l'air beaucoup moins Furax, tout au plus un peu contrarié. Le système détecterait tout seul les émotions et s'activerait uniquement sur la colère en réduisant l'hostilité, sans doute le volume aussi, puis en changeant le ton de la voix, mais pas le contenu. Donc ça veut dire que les insultes passent, hein, pour l'instant. Peut-être un filtre IA pour biper les clients en temps réel, ou peut-être même pour reformuler, je sais pas, tu as un chat GPT qui reformule en temps réel ce que te dit un client pour que ce soit acceptable, je sais, peut-être la prochaine étape, hein, je sais pas. Et puis pourquoi pas, effectivement, peut-être qu'un jour, ce sera intégré à ton téléphone et que tu pourras filtrer totalement la réalité et les gens. Donc voilà, tu as un mec qui t'appelle, mais peut-être que, en fait, ce sera voilà, quelqu'un qui essaie de te séduire. Bon, est-ce que, je sais pas, dans cette news, rien ne va, on est d'accord, je veux dire, c'est terrible, hein, c'est terrible, mais tout est terrible en J'adore fait. cette idée. Tout est terrible. Les téléconseillers soient à ce point victimes de la colère des clients et que ils soient à ce point mal qu'on doit y trouver des rémédiations, c'est pas possible, c'est vrai que c'est horrible. Et SoftBank a trouvé une solution qui est peut-être la pire solution, non? Je sais pas, plutôt que d'agir sur la cause de la colère des clients, on camoufle les symptômes. SoftBank, il a inventé une IA Doliprane en fait. C'est une IA qui fait disparaître la fièvre, mais qui guérit que dalle. Et en plus, les services pourris, les services clients dysfonctionnels, ils vont pas disparaître tout seuls au bout de 3 jours de repos, quoi. Je veux dire, hein, c'est ignorer la réalité, ça va pas faire disparaître, le problème, quoi. Et puis en plus, ignorer la colère de quelqu'un, est-ce que ça le met pas encore plus en colère? Ah, c'est Est-ce qu'il n'y a vrai. pas une, tu vois, une Ah, escalade? j'en ai marre, ça marche pas vos services.
Oui, j'entends bien, merci de me faire part ouais, enfin bon, vous vous rendez pas bon, je sais pas Ah, d'ailleurs, peut-être je sais pas qu'effectivement trop si ça désactive ou pas, faudra, je je sais vois, pas. ouais, ouais, peut-être sur Discord, il y aura peut-être une discussion là-dessus, je sais pas. Je sais pas, tout est navrant dans cette news, honnêtement. Je sais pas, j'aime bien moi. Tu trouves ça Je suis bien? plus enthousiaste que toi Ouais, sur je vois ça. celle-ci, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Hem, Bah, par contre, il faut prouver que ça améliore, le la prise en charge du problème. Mais j'ai l'impression que le fait de permettre, aux conseillers d'être protégés quelque part de la partie émotionnelle, et de restituer une information relativement factuelle, et d'être toujours un petit peu, positif, bah, je sais pas, j'ai l'impression que ça aiderait à la résolution des problèmes. À suivre. On termine avec, un sujet que tu nous fais, ajouter, enfin que tu ajoutes dans le conducteur assez régulièrement, mais pas si souvent que ça, mais qui est un beau projet assez noble qui n'a toujours pas pu, se concrétiser dans notre quotidien, mais que tu suis de près. C'est, cette alimentation notamment de steak sans bœuf et de lait sans vache, mais du vrai lait et du vrai steak, hein. C'est Ouais, vraiment ça bah, la parole. c'est de la biotech, aussi. C'est de la biotech et c'est de la biotech finalement qui vise à, voilà, à attaquer des problèmes aussi de développement durable. Donc ouais, c'est vrai que je suis ça aussi, de manière Une souffrance un animale. peu de loin. Et c'est oui, c'est le sujet de la viande en cuve, hein, tout simplement. Et donc parce qu'il y a 2 écoles pour la viande artificielle. Il y a l'école imitation végétale, où il y a aussi l'école vous mangez des lentilles, mais enfin, apparemment ça c'est compliqué. Donc il y a l'école imitation végétale façon Impossible Food ou Beyond Meat, qui se Mmh. sont fait déjà une pile place sur le marché, hein, ça, maintenant c'est relativement courant, il y en a au fast-food. Hein. Et puis il y a l'école vraie viande, mais sans animaux. Donc à base de cellules cultivées en réacteur. Et ben ça, il y en a pas vraiment en exploitation commerciale, en tout cas il n'y en a pas en France ni en Europe, hein, il y en a, c'est très 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 rare, c'est beaucoup plus complexe, c'est encore très cher à produire en volume. On peut pas dire que le public a un énorme appétit, n'est-ce pas, de découvrir tout ça. Sans compter, bien sûr, les pressions des lobbies de la viande traditionnelle. Hein. C'est, voilà, les fonds pour développer ces trucs ont donc chuté, Mmh. notablement l'an dernier. Dans certains pays, ça s'est même interdit, comme en Italie, ou en Floride d'ailleurs. Et pourtant, il y a quand même encore des endroits où ça continue. Doucement. Et même, on va pouvoir acheter de la viande de culture, donc carrément, donc en Californie et à Singapour, où tu peux carrément aller dans une boucherie et acheter de la viande comme ça. D'ailleurs, traditionnellement, Singapour, c'est un pays qui est très ouvert aux nouveaux trucs, en général. Ils sont assez ouverts aux nouveautés technologiques. Hein, et ça se confirme finalement avec l'arrivée d'un nouveau modèle donc, de viande dans une boucherie, puisque c'est vraiment une version, un modèle de viande. Il y a des, il y a des viandes version 2, version 3. C'est marrant, mais bon, ouais, c'est comme ça, effectivement, il y a des versions maintenant. Puisque, voilà, c'est des produits, hein, quelque part, donc, ok. Vous pouvez acheter du poulet de culture, donc dans une boucherie à Singapour. C'est des fragments, c'est des trucs qu'on pourrait. Bah, c'est clairement des trucs qu'on pourrait très bien retrouver noyés de mayonnaise dans un sandwich. Hein, typiquement, je suis sûr que vous verriez Ça pas la gênerait différence. personne, Je ouais. pense que vous verrez vraiment pas la différence. Singapour, c'est un tout petit pays en fait. Voilà, ils ont un plan qui s'appelle le plan 30-30 qui dit 30% de production de nourriture locale pour 2030. Et quand t'es un pays petit comme Singapour, c'est pas facile du tout. Et surtout pour la viande. C'est pas pensable en fait, t'as pas la place. Mmh. C'est pas pensable de faire de l'élevage à grande échelle et pour nourrir toute ta population, parce qu'ils sont quand même nombreux, hein, à Singapour. Donc il y a évidemment les protéines alternatives prennent beaucoup plus de sens là-bas aussi. Et donc la viande de culture, finalement, bah, ça consomme évidemment beaucoup, beaucoup moins de ressources. Et du coup, c'est pas vu comme un truc diabolique là-bas ou un truc particulièrement voilà, hors de propos, quoi. Donc ça fait partie des solutions explorées. Et donc même, voilà, si il y en a, c'est pas forcément un truc qui aboutira forcément à grande échelle, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est un truc exploré. Alors, il y a toujours la question des prix quand même, hein, parce que ça a beaucoup, beaucoup évolué. On se souvient que ça a débuté avec un burger à 300 000 $, hein, ce qui était passé un petit peu dans tous les médias. Bon, là, ça a évidemment beaucoup, beaucoup baissé, mais on est quand même toujours 10 fois trop cher pour vraiment Mmh. une grosse diffusion à grande échelle de viande. Alors maintenant, on fait effectivement hein, on fait du bœuf et on fait du poulet maintenant, donc pour les trucs. Alors, je pense franchement que, bah oui, le poulet en cuve, honnêtement, peut-être que ça va évoluer suffisamment, et au niveau des prix, pour l'instant, le prix fait vraiment obstacle, mais peut-être que dans le futur, dans un futur, peut-être que vos lasagnes surgelées seront avec de la vraie viande hachée, mais sans vache. Voilà, dans le futur, c'est le Mmh. genre d'application qui paraît tout trouvé pour ce genre de truc, quoi. De même, le cheesecake McDo, peut-être, sera fait avec du lait de culture un jour. Parce que c'est un nouveau projet, ça c'est nouveau à ma connaissance, hein, c'est le lait sans vache. Donc c'est le lait fait en labo, hein, mais alors par contre c'est pas complètement comme fait avec de la viande de culture, en fait c'est même encore un petit peu plus dégueulasse.
Parce que bon, bah, la viande de culture, c'est fait avec des vraies cellules d'animaux qu'on cultive. Alors le plus compliqué, c'est de donner les textures et tout, de prendre les cellules qu'il faut, de les cultiver, tout ça. Là, le lait, en fait, on fait du lait à partir des protéines, à partir des molécules qu'il y a dans le lait, donc les vraies molécules qu'il y a dans le lait, de la caséine, le gras, tout ce que vous voulez. Bon. Mais par contre, on le fait sans vache, et on fait créer les molécules par génie génétique. On les fait faire par des plantes ou par des levures. Donc c'est des plantes ou des levures qui produisent les trucs, et après on met dans de l'eau, parce que de toute façon le lait c'est principalement de l'eau, hein. Et donc on le met dans le truc, et ça fait du vrai lait, quelque part avec la même composition que le lait, sauf que c'est pas fait, c'est pas fait par des vaches, c'est même pas fait par des animaux en fait, hein. Et il y a une boîte de biotech qui s'appelle Remilk, qui veut faire produire donc ces protéines-là, hein, et toutes ces molécules, donc par des levures là en l'occurrence, et donc des trucs modifiés génétiquement. Et donc, il suffit en fait de placer les bons gènes et ça suffit. Et du coup, tu pourrais remplacer des dizaines de milliers de vaches par des réacteurs qui se nourrissent directement de sucre, tout simplement. Tu leur files juste un seul truc, du sucre, et ça suffit. Alors évidemment, dit comme ça, c'est pas très vendeur, hein, c'est pas très poétique, on est quand même loin de l'image d'Épinal de la vache, tout ça dans son pré. Mais pour faire le fromage sur la pizza Domino's, je sais pas trop. Effectivement, c'est pas très ragoûtant, hein, c'est hyper artificiel de faire du lait. Même les molécules du lait par des plantes ou des levures, mais bon, vous avez vu la manière dont on produit la viande et le lait actuellement, c'est pas forcément très ragoûtant non plus, et c'est hyper artificialisé. C'est quand même des robots qui traient les vaches, et c'est quand même les poulets, ils sont souvent élevés dans des immeubles sans voir le jour, enfin bon bref, pas s'étendre dessus, mais enfin, on a des manières de fabriquer la viande qui sont déjà extrêmement artificialisées, donc bon, je sais pas. C'est vrai que c'est toujours très clivant, hein, ce genre de sujet. Peut-être que nos petits-enfants auront des visions très différentes de nous de tout ça, parce que nos petits-enfants qui auront subi la crise climatique de plein fouet. Donc je sais pas, à voir, écoute. C'est un sujet que je suis avec intérêt, quoi qu'il arrive. C'est toi qui me l'as fait découvrir et qui m'a rendu ça visible quelque part, ces sujets-là, en passant par la viande et là, aujourd'hui avec le lait. Et alors moi, c'est un sujet qui m'enthousiasme énormément, et j'ai une vraie conviction, tu parles de nos petits-enfants, c'est qu'évidemment, la transition passera par là, parce que l'agriculture est un sujet qui pose beaucoup de problèmes sur le plan de l'environnement. Et puis c'est compliqué aujourd'hui de dire aux gens, non, il faut plus de vaches, quoi. On sait bien que c'est un vrai problème, notamment lié à la déforestation, mais pas que, évidemment, avec les gaz à effet de serre qui sont générés. C'est compliqué quand même de dire du jour au lendemain, non mais on arrête, voilà, stop les vaches, c'est interdit, top, voilà. Évidemment, l'alimentation, c'est central. Donc, c'est un sujet captivant. C'est très chouette de voir qu'il y a aussi des projets autour du lait, qui ne sont pas des projets qui tombent de la cuisse de Jupiter, là, en juin 2024, parce que je regardais l'historique de leur côté, et ça date d'il y a quelques années déjà. C'est donc des projets qui ne sont pas tombés là d'un coup, mais qui font l'objet de travaux depuis pas mal de temps. J'ai juste un conseil pour Remilk, c'est leur page d'accueil où ils ont des éléments de mise en avant de leurs produits avec 4 petites vignettes. Changer cette petite fille derrière le mot-clé nutritif, je pense qu'elle est bien trop effrayante et elle ne donne pas très envie de boire ce lait. Elle m'a l'air bien trop robotique, cette petite fille. Il y a plein de choses qui sont super effrayantes, hein. Mais c'est un sujet complexe, hein, mais bon, est-ce que ça sera, voilà, bon après il y a toujours la possibilité de boire autre chose que du lait, ou de consommer moins de fromage, tout ça, je sais pas, tu sais, voilà, il y a plein de, bon, il y a plein de problèmes en ce moment, il y a des solutions diverses et variées, et puis voilà, il faut avoir un œil sur toutes les solutions, tout sachant que de toute façon tout se fera progressivement, hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus, quoi, hein, c'est certain. Et puis, il y a aussi, c'est des choses qui sont compliquées à mettre au point, donc ça met des années et des années, hein, à mettre, parce qu'il faut les mettre au point. Mais si tu veux, le truc, c'est il n'y a pas juste la mise au point. La mise au point, c'est compliqué, c'est long, mais il y a surtout la mise en production, qui est super compliquée. Et qui est, et après, il y a aussi l'adoption, évidemment, hein, par le grand public de tout ça. Mais la mise en production à des prix qui sont attractifs, évidemment, on n'en parle pas, mais c'est évident, c'est sous-entendu, la sécurité, car il faut vraiment être sûr que ce soit avec du recul, soit sécure, soit, voilà, parce que bon, la viande, effectivement, il faut être sûr que ce soit pareil pour la santé, que ce soit bon pour la santé, etc. Sachant que la viande en cuve, elle n'a pas forcément les mêmes problèmes de maladie que la viande sur pâte, aussi, hein, parce qu'il faut bien voir que, pour pas que la viande elle ait des problèmes, il faut quand même l'arroser copieusement
d'antibio et que c'est pas non plus forcément quelque chose d'anodin, quoi. Tout à fait. Donc il y a plein, voir comment ça se passe avec la viande en réacteur, quoi, aussi. Mais d'ailleurs, depuis que tu m'avais partagé ce sujet et pour moi-même le repartager autour de moi, de cette viande cultivée quelque part, la première réaction et souvent la principale opposition, c'est: «Oh là là, ça me fait peur d'un point de vue santé, on manquera de recul». Et c'est assez rigolo d'ailleurs quand tu as des échanges avec des personnes qui découvrent le sujet, quand tu rétorques: «OK, faisons un exercice de pensée et imaginons, voilà, qu'on a suffisamment de recul, pour dire que c'est totalement safe, voire, plus sûr pour la santé que, la culture de viande, sur base d'animaux que tu tues. C'est quoi ta position?» Et là, très souvent, les gens, je sens qu'ils basculent en disant: «Ouais, bah, ouais, non, c'est vrai que ce serait top, quoi». Donc je pense qu'il y a aussi l'adoption qui se fera avec le temps et il faut suivre le sujet. Oui, oui, bah, de toute façon, moi, je suis pas là pour faire la promotion de ce truc-là. Donc, Si, tu peux le dire que tu es payé je suis par ces payé gens-là. que Tu dalle, peux le dire. justement. Mais non, mais je trouve que c'est juste un sujet intéressant et c'est de la biotech qui peut avoir un impact, quoi, et ça peut être intéressant de voir comment ça évolue, bien sûr. À suivre. Merci infiniment, Guillaume, pour la préparation de l'épisode hebdomadaire et de cet épisode supplément. Merci à vous qui nous avez écoutés. Évidemment, on compte sur vous pour soutenir le podcast si jamais vous en avez la possibilité et que vous ne le faites pas déjà. En vous rendant sur patreon.com/techcafé, vous aurez toutes les informations. Mais d'ores et déjà, je peux vous confirmer que les sommes sont à partir d'1,50 € par semaine et que vous profiterez en échange d'un flux privé qui vous permet d'écouter le podcast dans votre app habituelle, mais sans la pub. Et bien entendu, vous contribuez à faire de Tech Café un contenu durable qui continue à vous divertir et à vous informer. Et je suis à peu près certain, je vous vois là en train de nous écouter, je vous vois virtuellement, mais je vous vois quand même en train de nous écouter et savoir que Tech Café vous rend un concret service dans votre veille professionnelle et vous fait même gagner du temps. Je suis sûr que vous pourriez même soutenir Tech Café sur Patreon et envoyer les factures en note de frais à votre entreprise. Je suis à peu près sûr que ça passe. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. On compte sur vos réactions également sur techcafé.fr dans les commentaires, dans les articles qui accompagnent la parution des épisodes et sur le serveur Discord techcafé.fr/Discord. Vous pouvez aussi nous retrouver à titre individuel. On va commencer par toi, Guillaume. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver? Mais oui, écoute, moi, on va me retrouver dehors, il faut que je sorte de ma caverne. Attends. Oui, En plus, il fait ok. beau ces jours-ci, il faut que j'aille voir la réalité tangible. Est-ce qu'il y en a vraiment une? Je vous laisse y C'est réfléchir. clair que oui, en Merci. plus, c'est les soldes. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui serait une intelligence artificielle qui voudrait se faire passer pour quelqu'un de réel, de dire ça. Bien joué. Merci Guillaume, c'est assez seul. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et en train de survivre à cette petite toux qui reste de mon rhume. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et dans quelques jours dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.